Et si on fabriquait une culasse? C'est possible au moins? Il y a encore quelques années, jamais ça aurait été possible. Créer une pièce sur mesure en aluminium soi-même à la maison avec un minimum d'investissement? Inimaginable. Des machines à présent de création sont disponibles sur le marché à portée de main du particulier, lui permettant d'imaginer, concevoir, fabriquer chez soi à la maison des pièces sans faire appel à des entreprises spécialisées. Et en plus de ça, les entreprises qui imaginent ces machines réfléchissent toujours davantage pour rendre ça toujours plus abordable. Vous connaissez bien sûr l'impression 3D, super exemple dans le domaine avec des machines il y a quelques années hors de prix. Aujourd'hui, on peut s'en acheter une assez simplement. Mais connaissez-vous les machines CNC, Computer Numerical Control, des machines à commande numérique? On en parlera dans une première partie, si vous ne connaissez pas. Et je vous présenterai ici la star de cette vidéo, la commande numérique Carvera R, qui va nous aider dans le projet d'aujourd'hui. Et aider, c'est pas un petit mot, elle va tout faire à notre place. Car le but de cette vidéo va être de fabriquer soi-même une culasse avec une géométrie particulièrement étudiée à la champ du cliquet. Et en dernière partie, il sera temps de tester notre conception par un montage sur le MBK Booster, le scooter du test d'aujourd'hui, et un test sur route qui nous permettra de savoir si fabriquer une culasse chez soi est possible et si ça fonctionne. Vous qui avez l'habitude de démonter des boulons de votre scooter, de votre mobilette, de votre moto, vous n'êtes sûrement pas familiarisé, tout comme moi d'ailleurs, aux commandes numériques, aux machines CNC qu'on trouve dans le commerce. Qu'est-ce que c'est une machine CNC ? C'est assez simple. C'est une machine possédant un outil disposé sur 3, 4, 5 axes, ce qui permet à cet outil de se balader un peu n'importe comment par rapport à une pièce elle-même qui peut être en mouvement. Sur cet outil, il y a un dispositif qui permet d'usiner via une fraise en rotation par exemple une pièce, et par un contrôle très précis du chemin que prendra cet outil par rapport à la pièce, permettant ainsi d'obtenir une pièce aux géométries complexes avec une précision impressionnante. Ce type de machine est très utilisé dans l'industrie, que ce soit l'automobile, l'aéronautique ou plein d'autres domaines. Mais l'inconvénient dans l'histoire, c'est quand même que ces machines coûtent très cher. Le prix d'un appartement, à peu près 300 000 €, vous avez un entrée de gamme. Bref, pas accessible comme petit jouet. Donc là, vous vous dites, pourquoi Simo il nous parle de ça si ces machines sont hors de prix? On peut pas se les payer. Vous me voyez venir. Vous avez compris que ça devenait abordable. Et ben c'est maintenant que je l'explique. Des fabricants très intelligents et soucieux de notre créativité se sont penchés sur la miniaturisation de ces machines. Qui dit miniaturisation dit plus abordable. Leur objectif, rendre accessible au plus grand public, au plus grand nombre d'entre nous. C'est le cas de l'entreprise Makera qui, il y a plusieurs années, a sorti une commande numérique de toute beauté, la CNC de bureau Carvera, un petit bijou avec des petits outils que l'Avtiat vient prendre automatiquement, qui vient usiner une pièce toute seule comme une grande, avec une précision très haute, pour réaliser des pièces d'une fiabilité exceptionnelle à la maison. Seul hic, la machine était tellement à la pointe que le prix aussi piquait. À peu près 5000 balles. Oui, on mange pas pendant pas mal de temps pour se payer cette machine. Là, en prenant conscience de tout ça, l'équipe s'est creusé à nouveau la tête et a sorti un truc de dingue. Ils sont retournés travailler pour sortir cette fois une machine encore plus simple, ultra précise et à la fois abordable. Enfin est née la Carvera R à environ 2200 €, moitié prix. Et justement, la voici. Elle tient dans un carton de 30 kg. 30 kg, c'est tout. Putain, j'ai l'impression que ça pèse au moins 50. C'est pour la douane, ça, 30 kg. On l'ouvre? Allez, on l'ouvre. Allez, on l'ouvre. Il n'y a plus l'âge pour faire ça. Tu vas me libérer la place, toi? La joie du deux temps, ça pue. Oh. Regarde, c'est une machine CNC. CNC, chat. Oh. Allez. C'est quelle marque déjà? Faut être deux. Bon bah comme je suis tout seul, on va arrêter la vidéo là. Ciao. Mais non, je déconne. Allez, on continue. Non, c'est là où faut être deux.
Je vais quand même regarder la notice. Soulever la machine. Bon, d'accord. Je pensais pas. Ah, il doit coincer. On ouvre, on pousse. Ok. On ouvre. Du bois, du cuivre, du laiton, un peu d'aluminium, de l'ABS, de l'acrylique, bon, un peu de tout. Tout le nécessaire pour faire des circuits imprimés. Le 4e axe. À première vue, quand on n'est pas familiarisé avec des machines CNC, ça paraît compliqué à utiliser. Je ne vous cache rien, je vous dis exactement ce que je pense. Ouais. C'est un peu tendu. Mais en fait, j'en suis sûr, en prenant les choses par étapes, on n'est pas plus bête qu'un autre, on va arriver à dompter la machine et faire ce qu'on veut avec la bébête. On va le faire étape par étape pour aboutir au projet qu'on souhaite réaliser, usiner soi-même une culasse en aluminium. Étape 1, lancer la machine. La connecter à un PC, mettre à jour le firmware, dialoguer avec elle. Ça, c'est super simple, faut juste brancher un PC à l'USB et ça fonctionne. Vous pouvez même utiliser le support sur le côté de la machine pour mettre une tablette, un iPad, une tablette Android ou même votre portable, ça fonctionne. Connexion Wi-Fi, USB, comme vous souhaitez. Il y a même un chargeur de batterie pour votre tablette à l'arrière de la machine. Moi, par souci de simplicité, je branche un PC. Le logiciel Makera pour la Carvera R est disponible dans toutes les versions, téléchargeable gratuitement bien sûr sur le site du fabricant. Je vous mets le lien en description si vous ne le trouvez pas. Une fois que la machine est connectée, vous êtes sur un environnement de programmation avec une visualisation du programme de la pièce à réaliser sur la droite et les lignes de code de dialogue sur la gauche. Ça fait un petit peu peur, mais ne vous inquiétez pas, ça va se simplifier par la suite. On passe à l'étape 2. Étape 2, forcément, pour concevoir une pièce, l'usiner, il va falloir rédiger, concevoir un programme d'usinage. Parce que la bébête fonctionne avec un programme qu'elle lit et qu'elle exécute. Alors soit pour faire ce programme, vous êtes un geek et vous faites des lignes de code, ligne après ligne en indiquant à la machine les commandes à exécuter, rotation de l'outil, action, déplacement. Ça, je l'ai fait à l'école il y a 25 ans pour comprendre comment ça marchait, mais plus personne ne fait comme ça, on est d'accord. Pour définir un programme, maintenant, on utilise un logiciel de conception 3D comme par exemple Fusion 360. Maintenant, vous êtes familiarisé, vu le nombre de vidéos que je fais, que ce soit en impression 3D ou maintenant avec la machine CNC, avec ce logiciel. C'est un logiciel gratuit qui comporte une section de fabrication qui vous permet de définir des lignes de code lisibles par des machines de CNC, et notamment la Makera Carvera R. La première chose à faire, c'est de concevoir une pièce. Ça fonctionne de la même manière qu'une conception de pièce traditionnelle, à savoir des extrusions en positif, en négatif pour créer une pièce avec des formes géométriques que vous souhaitez. Gardez cependant en tête pendant votre conception que vous allez venir avec un objet sur le dessus pour enlever de la matière, avec un outil qui comporte un encombrement, un diamètre, une longueur. Donc concevez des pièces qui peuvent être extrudé par une seule face. Au moins dans un premier temps, on pourra faire recto verso, ça j'en parle dans la suite de la vidéo. Pour la culasse, forcément, on va être obligé de s'y coller. Pour donner un petit peu de concret à la procédure pour usiner une pièce, on va faire un usinage simple. Et d'ailleurs, ça va me servir pour moi aussi, pour apprendre à utiliser la bécane. Je vous propose donc de concevoir une pièce avec une gorge circulaire et un cône usiné jusqu'à un diamètre 14. Comme par hasard, ça ressemble
à notre culasse. Version 000 par contre. On est loin de notre projet terminé. Une fois la conception réalisée dans un pavé de 100 mm par 100 mm par 10 mm d'épaisseur, un pavé qui est inclus dans le kit, je vais commencer en bois dans un premier temps. Je passe dans Fusion 360 du mode conception au mode fabrication. C'est le module qui va définir comment on usine une pièce. Dans un premier temps, il faut définir le posage. C'est quoi le posage? Je sais même pas ce que ça veut dire en français, c'est sûrement une traduction. C'est définir le brut, la machine et l'outil qu'on va employer pour faire cet usinage. Il faut positionner le brut par rapport à la géométrie que vous avez conçue, définir le point d'origine, ça c'est super important dans un usinage, à partir d'où le programme débute. Donc il va falloir le définir sur votre conception 3D et le définir sur votre machine avant de lancer le programme. 2-3, le type de machine employée. Là c'est la Carvera R. Tous les paramètres sont disponibles sur le site Makera. Et d'ailleurs le paramétrage de Fusion 360 pour effectuer un usinage est très bien expliqué dans des tutos qui sont déjà très bien faits, je vous mets le lien juste ici et dans la description. Le mec explique super bien et super pédagogue, ça sert à rien que je refasse une vidéo identique. Faut définir aussi les outils utilisés, en l'occurrence les fraises. La fraise bien sûr dépendra du matériau que vous allez usiner, le type de géométrie que vous allez utiliser, il existe plein de fraises, mais lorsque vous achetez une machine CNC Makera, vous avez plein d'outils d'intégrer pour usiner tout, même l'aluminium. Heureusement sur le site de Makera, il y a toute une bibliothèque d'outils. Il n'est pas utile de rentrer tous les paramètres comme par exemple le diamètre de la fraise, la longueur utile, la longueur de la fraise, la forme de la fraise. Tous ces paramètres vont être utiles au programme pour définir le parcours de l'outil pour usiner votre pièce. Encore une fois, tout est prévu par Makera, la bibliothèque d'outils existe. Une fois que vous avez défini tout ça, vous allez pouvoir définir le parcours de l'outil. Vous allez d'abord dégrossir la pièce en créant un usinage 3D sous forme de poche. Je vais utiliser une fraise assez grossière, assez grosse dans un premier temps. Puis dans un second temps, je vais créer la gorge qu'on a simulée sur la conception avec une fraise plus petite. De cette manière, j'obtiendrai la géométrie de l'étape 1 de l'apprentissage pour utiliser cette machine CNC. On peut même simuler sur Fusion 360 le parcours de l'outil sur votre pièce pour voir si elle usine correctement la géométrie que vous souhaitez. Franchement, le simulateur va être votre meilleur ami. On exporte les lignes de code en faisant un petit clic droit sur chacun des programmes que vous avez réalisés. Le programme, vous l'enregistrez sur votre ordinateur et voilà, on peut retourner sur la machine avec nos petits fichiers.
Eh bien, ça m'a l'air pas si mal que ça. J'appréhendais un petit peu l'utilisation de cette machine parce que, au moins de problèmes d'usinage, j'avais peur que l'outil ou la pièce se barre. En fait, c'est super simple. La machine se règle automatiquement en Z et quand même, il y a une interface plutôt bien faite avant de démarrer le programme pour être sûr que l'usinage se fait au bon endroit. Le pointeur laser indique même la zone qu'il va usiner, donc il y a peu de chances de se tromper. On est sur la bonne voie. La phase 1 est faite, passons à la phase 2. Je vous propose d'usiner cette fois de l'aluminium avec une forme ressemblant un petit peu plus à la culasse. Je suis coiffé comme une merde. Bon, on s'en fout. J'ai reproduit fidèlement la partie inférieure de la culasse, la partie intéressante au niveau de la chambre de combustion avec la gorge pour le joint torique, les différents perçages pour passer les goujons ainsi que le puits de bougie, c'est quand même intéressant, avec un angle et avec la zone de squish. Enfin, en gros, j'ai tout bien dessiné pour reproduire fidèlement cette première partie de culasse sur de l'aluminium. On va voir ce que ça donne. Phase 2, on se rapproche du but ultime d'imprimer en phase 3 notre culasse. Ah merde, il y a que de l'aluminium qui fait 5 mm environ. Merde. Je pensais que dans le pack complet, il y avait aussi une plaque d'aluminium qui faisait 10 par 10 par 10 mm d'épaisseur, un peu comme pour le bois. Mais la plaque fait seulement 5 mm près. Ah, mon modèle que j'ai conçu sur Fusion 360 ne va pas fonctionner puisque le brut n'est pas conforme à ce que j'ai dessiné. Donc je vais le refaire sur du bois. Vous m'en voulez pas ? Et entre nous, vous avez vu le nombre de copeaux qu'il y a dans la machine après l'usinage de la première phase ? Quasiment rien. Je suis bien content de mon petit manchon qui permet d'adapter le manchon de l'aspirateur de l'atelier au diamètre 22 de la machine. Franchement, 0 copeaux. Je pense qu'avec l'aluminium, je vais le réutiliser et là, je serai content. Je transfère les différents fichiers, les différentes étapes dans la machine avec le logiciel de la Carvera R et je lance tout ça encore sur du bois. Ok. Waouh, bluffant. La seconde étape est passée avec succès. On a pu confirmer avec cette étape que l'usinage à partir de plusieurs programmes avec des fraises différentes, c'est super simple. La machine nous indique quand est-ce qu'il faut changer de fraise et d'outils. De paramétrer les origines en fonction de la pièce et de la position sur la machine. Et aussi refaire cette origine pour les différents programmes. Un résultat obtenu d'une grande qualité, franchement. Ok, c'est sur du bois, mais quand même, les passes seront identiques sur de l'aluminium. Ce qui confirme que les hauteurs de passe, les recouvrements et l'avance de l'outil et sa vitesse sont cohérents. Maintenant qu'on a fait mumuse avec la machine et avec Fusion 360, qu'on a bien compris comment tout ça se manipulait, et franchement, après un petit recul d'expérience, c'est pas si compliqué, c'est même très intuitif. On passe à l'étape 3 et la dernière de cette vidéo, l'usinage de notre culasse. Mais bon, d'abord, avant de l'usiner, il faut la concevoir sur Fusion 360. Et elle est où cette culasse? Elle est là. On va concevoir la culasse côté recto en reprenant les lignes de la culasse Polini. C'est à peu près ce que j'ai fait dans l'étape 2. Mais aussi le verso, cette fois-ci avec ses ailettes. En reproduisant cette géométrie complexe, j'espère qu'on arrivera à l'usiner. Et je propose même d'améliorer la conception de cette culasse. Mais ça, je vous en parle en dessinant. Déjà, avant de partir sur la conception d'une pièce, il faut connaître notre brut. J'ai commandé une pièce brute en aluminium de 163 mm par 163 mm par 35 mm de hauteur. On devrait pouvoir faire rentrer une belle culasse dans ce brut, dans ce volume, et définir un posage. Je vais donc dessiner la pièce en partant de ce volume parallélipépédique, j'ai jamais réussi à le dire, et en extrudant petit à petit cette forme. Je commence d'abord par le recto, la partie active de la pièce, la culasse, accueillant la chambre de combustion. Là, on va pouvoir s'amuser d'ailleurs à optimiser la géométrie. Optimiser comment? On va voir ça.
D'abord, je reproduis la géométrie générale de la culasse Polini pour que celle-ci s'adapte avec le cylindre, puisqu'il y a un emboîtement cylindrique entre la culasse et le cylindre. Puis, je m'attaque à la forme de la chambre. Je reproduis la gorge qui accueillera le joint torique, le joint de culasse pour ce type de cylindre. Je maintiens la zone de squish, permettant de guider le flux gazeux lors de la montée du piston vers le centre de la chambre du combustion, là où sera créée l'étincelle. Puis, j'en viens à la première optimisation. Je vais optimiser cette culasse en agissant sur le rapport volumétrique, le taux de compression, en diminuant un petit peu le volume de la chambre de combustion. On sait que dans des proportions raisonnables, lorsqu'on diminue le volume, qu'on augmente le rapport volumétrique, on augmente la puissance du moteur. Donc je vais agir sur ce paramètre pour optimiser mon moteur en optimisant ma culasse. Au moins sur le papier, pour tenter d'être plus performant que la culasse Polini. Je vais rester sur un cône bien régulier, mais en augmentant un petit peu la pente. On verra ce que ça donne. Et là, vous comprenez un petit peu la puissance de cet outil, fabriquer une culasse avec les dimensions que l'on veut. On pourrait, par exemple, usiner n'importe quelle forme interne de chambre de combustion et tester sur notre booster ce que ça change. Une super idée pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dit ou quoi? Dites-moi. Le reste de la géométrie reste identique, les 4 trous de fixation ainsi que le trou de bougie, c'est du classique. Je passe maintenant au côté verso, au côté ailette. J'extrude la forme parallélépipédique pour avoir le volume général de la culasse que je souhaite. Je vais ensuite pouvoir améliorer un second paramètre. Ouais, de ce côté, je vais pouvoir améliorer le refroidissement. Comment? Simplement en augmentant la surface de contact entre la culasse en elle-même et l'air pulsé par la volute de refroidissement située au niveau de l'allumage. En augmentant le nombre d'ailettes et peut-être même leur hauteur sur le dessus de la culasse, je vais augmenter le transfert thermique de la culasse vers l'extérieur. Et ainsi la température de la culasse sera plus régulée. Si le refroidissement se fait de manière correcte, la culasse en elle-même et sa durée de vie sera meilleure. Le test de tout à l'heure, de toute façon, le dira. Voilà, la culasse est conçue et dessinée sur Fusion 360. À présent, je passe du mode conception au mode fabrication. C'est dans ce mode qu'on va pouvoir définir comment on va usiner notre pièce. Et avant de se lancer tête baissée, il faut vraiment réfléchir à une stratégie d'usinage. Comment on va usiner notre pièce. Ici, je décide d'usiner la pièce en 2 grandes phases. Le côté recto, côté chambre de combustion, et le côté verso, côté ailette. Le bloc en tout mesurant 35 mm, je choisis d'usiner le côté chambre de combustion sur 15 mm d'épaisseur et le côté ailette sur 20 mm. Normalement, au dernier cycle d'usinage, on devrait avoir une pièce traversée. Premier cycle d'usinage, je fais côté recto une poche sur une hauteur de 12 mm. Je choisis ma fraise, une fraise de 3,17 mm à une dent, je choisis mon avance, la profondeur de passe, la vitesse de rotation de l'outil. Bref, c'est une vraie science, ça, d'usinage. Et d'ailleurs, ça me rappelle un petit peu mes cours d'école d'ingé en usinage. Le copeau taillé mini, ceux qu'on a déjà fait se reconnaîtront. Donc toutes les géométries vont pouvoir être usinées avec cette fraise de 3,17 mm, toutes sauf une. La rainure pour le joint torique qui mesure que 2 mm d'épaisseur. La fraise est trop grande et ne passera pas pour usiner cette partie. Donc je crée un deuxième cycle d'usinage avec une fraise plus petite, une fraise de 2 mm. Si vous avez suivi, vous constatez qu'il manque 3 mm de profondeur de passe pour réaliser la passe complète côté recto que j'ai définie à 15 mm. Et vous avez raison, je suis resté à 12 mm. Pourquoi j'ai gardé 3 mm? C'est pour placer des onglets. Qu'est-ce que c'est des onglets? C'est des petites parties qui restent liaisonnées au brut pour permettre en fin d'usinage que la pièce ne se balade pas ou ne se détache pas d'un seul coup. Ça pourrait soit casser une fraise dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, casser votre machine. Donc j'utilise un programme qui s'appelle Contour 2D. Je coche la fonction onglet pour placer sur ces 3 mm restants des onglets de fixation, des attaches entre la pièce et le brut. Côté verso, je vais simplement usiner une énorme poche sur 20 mm d'épaisseur pour usiner les ailettes. Je vais utiliser pour ça une fraise un petit peu plus longue, 25 mm. Et ce programme va de ce côté durer très longtemps. Bah, c'est normal, vu la quantité de matière à usiner, ça va durer 2 jours, 48 heures d'usinage. C'est pas étonnant vu que j'ai volontairement réglé les profondeurs de passe à 0,1 mm pour chaque passe. Si vous calculez bien, ça fait plus de 200 passes pour usiner ce côté de la pièce. Si vous avez encore suivi, il va me manquer 3 mm au niveau des perçages, les 4 fixations et le puits de bougie. Donc je fais un dernier cycle d'usinage pour repercer sur 3 mm de profondeur côté verso cette fois les 5 perçages. Au bout de ce cycle, j'aurai normalement des pièces traversantes au niveau des trous. Je lance tout ça et tout ça, ça va durer à peu près 72 heures. 3 jours complets. Alors on prie pendant cette phase qu'il n'y ait pas de coupure de courant. Alors, le bloc que j'ai commandé
il est là. C'est un site d'ailleurs que je connaissais pas et qui ne me sponsorise pas du tout. Il s'agit de Blocs en stock, un truc comme ça, des blocs pour usiner. Je vous mettrai le lien en description et puis le logo, comme ça vous vous tromperez pas. Ils ont beaucoup de blocs à usiner en stock. Là j'ai pris de l'aluminium, j'en ai eu à peu près pour 50 balles. Très abordable et en plus je l'ai eu en 3 jours. 4 juin, on est le 6, 2 jours. Donc super rapide. Et puis je pense qu'un bloc d'aluminium au niveau qualité, on peut pas se tromper. Voilà la bête. Je m'étais planté au début, j'avais pris un bloc de 100 mm par 100 mm par 30 mm et en fait la culasse fait 90 par 100. Ça prenait quasiment tout le brut. Le souci c'est que en usinant, en fait on n'arrive plus à maintenir la pièce, donc il fallait absolument prendre un brut plus grand que la pièce à usiner. C'est bête hein, mais il faut y penser. Waouh, regardez-moi cette qualité, quand même. J'ai vu un petit peu juste sur les profondeurs de passe, que ce soit au recto ou au verso, puisque les 4 trous de fixation de la culasse ainsi que le puits de bougie ne sont pas traversants. Bon, c'est pas bien grave puisque on voit bien qu'il y a quelques centièmes de millimètre manquants. On va forcer un petit peu. Et voilà, c'est enlevé. Il n'y a plus qu'à contre-percer avec un petit foret à la bonne dimension et ce sera réglé. À présent, ce qu'il nous faut faire, c'est séparer la culasse de son bloc. Et on va surtout fileter dans le pas qu'il faut pour que ça corresponde à la bougie, le puits de bougie. Et est-ce que la bougie rentre au moins? Parfaite, parfaite. Ça dépasse tout juste, comme prévu. Maintenant, bah écoutez, il n'y a plus qu'à la tester.
monter la super culasse réalisée do it yourself à la maison, on va remettre le booster sur la table élévatrice, la Carvera R va regagner l'établi et on va procéder à 2 tests. Le premier avec la culasse vendue avec le kit Polini et le second test avec notre culasse optimisée, que ce soit en taux de compression ou en refroidissement. Allez, toi, tu vas là-bas. Bon, maintenant j'allais dire c'est du classique, vous connaissez bien, je l'ai fait ici, là. Bon, on monte le kit Polini sur le booster et on passe au test. J'ai monté la culasse sur le haut moteur Polini. Il est temps de procéder au premier démarrage. Si je mets pas l'antiparasite, ça va pas marcher. Ça tourne rond. On va faire un tour. D'abord, on aère.
bah les deux configurations marchent plutôt fort, hein. Je vous rappelle la configuration globale du test. J'ai monté sur un booster des années 2002 un kit 50 Polini avec, bon, l'objet du test, d'une part une culasse champ du cliquet performance et d'autre part une culasse Polini, celle vendue avec le kit. Tout ça est monté sur un vilebrequin Doppler Endurance, carburateur de 12 mm avec un gicleur de 92, une boîte à air et une mousse d'origine, un pot Yasuni Eco, débridé bien sûr, un allumage d'origine et un variateur Polini High Speed, galet 5,5 grammes, embrayage d'origine et transmission finale bien sûr d'origine. J'ai fait un test d'accélération comme j'ai l'habitude de le faire en départ arrêté, manette de gaz plein pot sur une ligne droite qui fait environ 400 mètres au même endroit pour les deux tests. Les deux tests seront ainsi comparables. Et le premier test avec la culasse champ du cliquet marche plutôt bien. Démarrage canon, une courbe bien lisse, sans discontinuité, sans trou, parfaite. Vitesse de pointe, pas négligeable, 83,7 km/h. Je pense que j'étais pas encore au bout, mais au bout de 400 mètres, j'ai dû freiner. Je pourrais, sur une ligne droite plus importante, aller encore plus vite. La culasse Polini a trouvé un adversaire à sa hauteur. J'ai remonté du coup la culasse Polini pour comparer les deux performances, pour tester l'influence de ces deux pièces. Même test, même procédé, même conditions, tout identique. Et voilà ce que j'obtiens en immersion compteur avec les deux culasses. Quasi identique, pas sûr. Regardez les courbes. Au démarrage, ma culasse est devant. Hey. Mais à partir de 50 km/h, aïe. À haut régime, la culasse Polini prend les devants. La culasse champ du cliquet perd en montée en vitesse jusqu'à la vitesse de pointe. Oh, pas grand chose, hein. Mais quand même, vitesse de pointe avec la culasse Polini, 84,5 km/h, un petit kilomètre-heure au-dessus, mais surtout, elle monte plus vite en vitesse. Et ça sent quand même à partir de 50. Peut-être que la finition lisse de la chambre de combustion de la culasse Polini fait la différence à haut régime lorsque le flux gazeux commence à prendre de la vitesse. Bref, en tout cas, notre culasse n'est vraiment pas ridicule. Pour un premier test, elle se défend quand même pas mal. Débrief. En conclusion, ça a marché. Le contrat est rempli. J'ai imaginé, fabriqué, monté une culasse made in champ du cliquet performance. Et en plus, les performances c'était pas ridicule. Mais ça, c'est ce que vous avez vu. Je vais pas vous mentir. J'ai un peu galéré. C'est la première fois pour moi que je touchais une machine CNC et que je me mettais dans la fonction fabrication de Fusion 360. Ça mérite quand même une prise en main qui est pas simple. J'ai d'abord fabriqué une première version et je vais vous la montrer, elle est dégueulasse. Elle est là, il manque un petit peu des ailettes. Côté chambre, bon, c'est pas top. J'avais même essayé de faire une petite gravure CDC concept. J'avais utilisé la mauvaise fraise. J'étais allé comme un bourrin en profondeur de passe, ça a cassé 2 fraises. Bref, cette première version a subi tous les défauts que pourrait avoir un débutant. C'est ma culasse martyre, quoi. J'ai mis des profondeurs de passe trop importantes sans avoir vérifié le paramètre sur Fusion 360. J'ai même forcé sur la machine et ce qui a cassé une pièce fusible qui est la pièce d'entraînement entre le moteur et la vis sans fin. C'est une pièce qui coûte 2 balles sur Amazon, je l'ai changée. Mais bon, c'est pour vous dire que j'ai fait n'importe quoi. Je me suis même planté sur la largeur du brut. Lorsque j'ai retourné la pièce, il y avait un décalage entre le haut et le bas. Je me suis aperçu au cours du long usinage là qui fait 48 heures. Au bout de quelques heures, j'ai vu que c'était pas symétrique. J'ai arrêté l'usinage, je l'ai relancé en ayant recentré le tout, mais j'ai réusiné les ailettes que j'avais commencé à usiner, bref. J'ai fait n'importe quoi. Ça a fait cette culasse martyre. Étape obligée pour aboutir à une culasse digne de ce nom, sans défaut et parfaitement maîtrisée, s'il vous plaît. Comme vous l'avez vu dans la vidéo. Mais je vous assure qu'à présent, avec ma petite formation destructrice de culasse, la Carver AR n'a plus aucun secret pour moi et je vais pouvoir fabriquer des pièces. Le potentiel de fabrication avec cette machine va être énorme. D'ailleurs, je vais l'utiliser dans de prochaines vidéos. Elle va trouver une place de choix dans mon garage. Il y a un énorme potentiel ici, mais je pense que vous le cernez. Je pourrais d'une part optimiser le volume interne des culasses en testant plein de géométries, des formes encore jamais vues et faire des tests. Super sujet de vidéo pour une prochaine, non? De la R&D champ du cliquet concept.
Je me dis même que le variateur que j'ai fait dans ma précédente vidéo pourrait être usiné en aluminium facilement avec cette machine. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour vous faire découvrir cette machine, j'aurais très bien pu réaliser les pièces que tout le monde sur le YouTube Game fait pour présenter la Carvera R, les petites figurines, l'usinage du bateau pirate, là je sais pas quoi. C'est pas mieux de faire une culasse soi-même et vous de présenter un test? Non. En tout cas, moi, ça m'a passionné. J'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!